Bonjour, Bonjour. voilà, je vous laisse vous présenter. Vous êtes une icône déjà chez Peugeot, hein. Chez PSA. Alors, Gilles Vidal, je suis directeur du design de Peugeot. Voilà. Et quelle est votre relation avec DS? Avec DS, comme avec Citroën d'ailleurs, on se croise très souvent parce Ok. qu'on doit créer des synergies au sein du groupe PSA sur nos plateformes, sur plein d'éléments techniques en fait. Oui. Partager un maximum de choses pour créer un maximum de synergies tout en préservant des identités design très différentes, des expériences clients très différentes, des identités de marque en général très différentes. Voilà, c'est une bonne Donc, réponse. donc on se voit pour stratégiser tout ça en fait. Voilà, effectivement. Donc là, ce qu'on note récemment, c'est que justement les identités, elles sont en train de se séparer dans le bon sens. C'est que il y a toutes les marques, les trois marques, en gros, ont leur propre identité. Et le récent projet, justement, à l'occasion duquel on est en train de discuter, c'est la 508. Oui. Donc on va arriver un peu à la 508. L'idée, comment ça a été un peu, comment ça a commencé? Parce que la 508 d'avant, c'était pas ça. C'était pas ça du tout en fait, c'était une voiture plus longue, plus haute, plus classique en fait dans la berline du segment D. Oui. Mais la berline du segment D, c'est un segment qui perd de la vitesse, qui perd de l'intérêt vu du client, parce que attaqué par le SUV, parce que attaqué par tout un tas Même en Chine. de choses. Alors en Chine c'est différent, en Europe c'est beaucoup le cas, ça commence à être le cas dans d'autres zones du monde. En Chine c'est différent parce qu'il existe des berlines classiques, tous les 10 cm pratiquement, il Oui. existe un segment en Chine, donc c'est un peu différent. Oui. Mais en tout cas pour l'Europe déjà, et un peu plus que l'Europe, l'idée c'était de dire ok, on va créer un regain d'attractivité pour ce segment, en rendant la voiture un peu plus compacte, un peu plus basse, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus sportive dans ses lignes, plus musclée dans ses sculptures, ses proportions, qui est presque un fastback vu de côté, ou en tout cas un bicorps et demi si on peut dire, Oui. avec un haillon d'ailleurs, où là on retrouve un côté hyper pratique qu'une voiture à coffre n'a pas finalement. Donc Vous êtes en après, train de revenir un peu à l'esprit français, en fait, hein. Ben Parce non, que mais- l'esprit français, c'était ça. oui, c'est des voitures À haillons, ouais, justement. alors à haillons, mais finalement le haillon, alors si on se remet dans les années 90, le haillon voulait dire quelque chose par rapport à une voiture à coffre. Aujourd'hui, pour les clients d'aujourd'hui, des plus jeunes générations, à la limite, ça n'a plus le même sens aujourd'hui, une voiture à haillons que quand j'étais jeune, par exemple. Oui. Et aujourd'hui, on dit, voilà, on met un haillon parce que on veut une voiture beaucoup plus dynamique et compacte, mais on la veut aussi, au moins aussi pratique, voire plus, vu du coffre, à la Oui, limite, oui, oui. qu'une voiture à coffre. Et du coup, on réconcilie quelque part praticité et Dynamisme attractivité, de dynamisme design aussi. de la silhouette. Oui. Et bon, là, on voit des portes se montant. Est-ce que ce n'est pas un risque par rapport à Peugeot, par rapport à ce genre de créneau, par rapport à ce jeu? C'est parce que c'est un modèle que vous êtes en train de créer. Il y a pas d'historique sur la chose. Donc Peugeot n'a pas l'habitude d'avoir ce genre de Ah, modèle. les portes sans cadre, on en a fait quand même sur le Coupe RCZ par exemple, sur d'autres modèles dans le passé. Donc on a techniquement le savoir-faire pour faire ce genre de choses correctement, bien sûr. Mais l'intérêt de ça, au-delà de donner à les voitures une image plus haut de gamme et plus dynamique quelque part, parce que c'est clairement un code de voiture plus haut de gamme et plus dynamique, euh, ça permet, en gardant la même accessibilité pour rentrer dans le véhicule, de descendre le toit de la voiture de 2 à 2 cm et demi. Donc ça nous a aidé aussi à dynamiser physiquement dans ces dimensions la voiture tout en préservant, encore une fois, une prestation qui est l'entrée à bord. Mais Peugeot, tout au long de son histoire, ses clients sont habitués à voir, je vais revenir au coffre, c'est-à-dire maintenant, ils vont se retrouver avec un autre esprit. C'est presque maintenant la seule voiture, la 508, qui a le coffre avant. Ah oui, il y en avait- C'était la dernière. 500, Donc, historiquement, 404, comment 504, Voilà. 505, 604 et, 604, oui. 600, et même 607. Tous les modèles étaient des tricorps avec un coffre, c'est-à-dire un truc statutaire dans le sens. Maintenant, Mais bon, les gens de plus que 50 ans Ils vont être déçus. vont être déçus Oui, ils vont quelque être part. déstabilisés d'une certaine manière. Mais en fait, Comment vous allez. non, mais en fait, on n'a Les- aucune crainte vis-à-vis de ça parce que aujourd'hui, même pour les générations les plus, voilà, qui ont connu toute cette historique, qui l'ont encore en tête et pour qui c'est une valeur en fait, euh, le monde bouge très 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 vite aujourd'hui à tout point de vue en fait. Et à partir du moment où on explique, on démontre que
faire ce choix-là, c'est à la fois au profit d'une voiture hyper attractive, mais avec une prestation qui, à la limite, s'améliore. Alors pas en tant que volume, mais en tant que praticité d'usage. On a fait quelques tests d'ailleurs, quand on rabat les sièges arrière, si on veut charger, je sais pas quoi, Oui. on achète quelque chose. C'est très facile. Quand on a un coffre et qu'on ouvre le coffre et qu'on a La plage qui est chose, oui. en fait c'est très difficile de rentrer quelque chose quand même de volumineux. Là tout d'un coup ça devient possible. Et donc finalement il n'y a que des bénéfices. Oui. Et les gens aujourd'hui, et même parmi les plus anciennes générations, sont tout à fait ouverts aux évolutions si elles sont logiques, si elles sont justifiées. Mais Si moi, elles ont un intérêt. je dirais aussi que cette même clientèle, elle est en train de migrer vers les SUV. Parce que les gens de plus de 50 ans ont besoin d'être rassurés un peu. Et les SUV, comme c'est des gros véhicules en général, c'est plus gros que des voitures ordinaires, on va dire. Oui, Voilà, c'est plus haut, effectivement. hein. Donc ils ont une sensation de sécurité, de voir la route beaucoup plus. Oui. Donc bon, vous pouvez leur vendre la 3008, donc ça va. Voilà. Donc pour revenir un peu, bon, on va passer à l'intérieur un peu par rapport à la voiture. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un contenu technologique qui est conséquent. Donc le iCockpit que vous appelez iCockpit et tout ça, toute l'ambiance elle est techno. Quelle est un peu la philosophie de l'intérieur maintenant? On en a parlé un peu de l'extérieur, parlons de l'intérieur. Alors effectivement par rapport à l'ancienne 508, enfin la désormais bientôt ancienne 508. Non, de toute façon, nous on préfère que peut-être changer de nom, ça n'aurait pas été bénéfique au niveau marketing peut-être pour vous, mais c'est une voiture différente, on va dire. Oui, c'est une voiture différente, oui. C'est une 509. Voilà. En fait, on garde les mêmes noms parce que voilà, c'est un positionnement du modèle. Oui. Et oui, c'est radicalement différent, même du point de vue de l'intérieur. Justement. Donc effectivement, pour le segment D, on amène le iCockpit. Et par rapport à la dernière voiture qui a un iCockpit, la 3008, il y a une évolution. On a promis à chaque nouvelle iCockpit d'avoir une évolution en termes de contenu, un enrichissement de l'expérience. Donc ce qui se passe par rapport à 3008, c'est qu'on a un écran tactile 10 pouces maintenant, qui en permanence a des raccourcis ou des commandes de climatisation de part et d'autre, direct, de part et d'autre, de quoi qu'on choisisse de mettre au milieu, navigation, entertainment, radio. C'est un peu la diagonale qui le permet maintenant en fait. Parce voilà, qu'avant, il était tout petit. La taille le permet. Ouais. Alors 8 pouces, c'était déjà, pour le marché, disons, tout le monde... C'est tout petit. Mais 10, ça commence à être sérieux. Exploitable en fait. En plus, c'est du wide. Oui, large. c'est du très large et ça passe en haute résolution. Donc tous les écrans sont en haute résolution, donc c'est une voiture high-rise, quelque part. Mais effectivement, la synthèse générale du iCockpit, c'est-à-dire cette espèce d'ergonomie ultime d'un poste de conduite automobile, on l'a appliqué à 508, qui est la voiture la plus basse de notre gamme, puisque plus basse encore que la 308. Donc on a compressé le concept du iCockpit en imbriquant tous les éléments, et en ergonomie, c'est une vraie presque révolution pour les clients, mais dans le bon sens du terme. Ok. Est-ce que je peux parler de concurrence ou... Bien sûr. Oui. Donc si je dis par exemple le Kia Stinger, qu'est-ce que ça vous dit? Moi, je trouve que c'est une belle voiture. Alors après, si je regarde le marché français, les motorisations ne sont pas tout à fait adaptées dans le sens où elles déclenchent un malus de 10 000 € tout de suite. Donc, oui. bon, c'est un petit peu extrême. Après, moi, je suis assez enthousiaste sur le travail de Kia, des designers de Kia en général. Ils font du très bon travail. Donc vous vous placez comment avec la 508 par rapport à ce genre de modèle? On va parler mondial et après on marché français parce que c'est un peu spécifique. D'ailleurs, vous êtes obligé d'intégrer une version diesel là, non? Sur la 508, non? On va avoir plein de versions, oui, essence, diesel, boîte automatique, automatique, boîte manuelle. Voilà. Alors que nous savons tous que le diesel, à Paris déjà, il faut une autorisation écrite qu'on peut circuler. En personne. Voilà. Mais non, mais il y a quand même plein d'endroits dans le monde où c'est très pertinent d'avoir encore du diesel, donc c'est pas mort. D'ailleurs, on voit Mercedes annoncer des hybrides diesel à la surprise générale. Voilà, nous, on s'est cru sur le stand Peugeot, justement. Parce que c'était une habitude Peugeot avant. Vous vous rappelez, il y a 5 ans. Donc, on n'est pas à l'abri de toutes les surprises imaginables chez tous les constructeurs en termes d'énergie, je pense. C'est pas fini. D'ailleurs, l'électrique, et notre président en parle souvent en tant que patron du groupement automobile en Europe, mais attention, il faut regarder la synthèse globale ou le bilan global de l'électrique selon le pays dans lequel on se trouve et comment est fabriquée l'électricité. C'est à un autre endroit
plus ou moins polluants. Oui. Selon si on a du nucléaire ou du charbon ou je ne sais quoi encore, quelque part le système va polluer plus ou moins. Donc, d'une manière différente en fait. L'impact carbone, il sera différent. Il sera à un autre moment, à un autre endroit, oui. Et il sera de nature déchets nucléaires, de nature charbon qui effectivement, pollue. C'est pour ça que je parle d'empreinte carbone en fait, du coup, à la fin. Global, ouais. Du coup, tout ça est encore pas tout à fait résolu à l'échelle du monde. Oui, de toute façon, bon, par rapport à l'électrique, on pourrait faire peut-être une autre vidéo, en discuter directement, mais bon, parce que l'électrique lui-même, il pollue en fait derrière, parce qu'il y a une centrale derrière qui le produit. Donc, il n'y a pas de, c'est pas un zéro émission réellement. Voilà. On peut pas sauf que c'est pas le véhicule lui-même. Mais on va pas le décrédibiliser quand même. Non, pas parce du tout. que Monsieur Elon Musk, il sera pas content de Tesla, voilà. Mais aujourd'hui, en fait, tout est viable, oui. mais rien n'est miraculeux non plus. Oui. Voilà. Et vas-y, c'est par rapport à la puissance. Non, je vais parler de design. On va revenir à la spécialité. Donc, pour le design, maintenant, depuis, on va dire, une dizaine d'années, il y a une certaine liberté sur les produits Peugeot, où vous êtes épanoui, je sens, avec l'intégration des matériaux à l'intérieur différents. Ce n'est plus chez Peugeot uniquement du plastique, mais il y a du tissu, il y a du bois, voilà. Donc il y a une certaine liberté à l'intérieur comme à l'extérieur. Et surtout, on voit maintenant que vous avez réintégré le numéro de la voiture sur le capot, comme les 504 et les. C'est l'idée de qui ça? C'est l'idée c'est venu. Non, en fait, on a discuté de ça avec Jean-Pierre Pouet, le patron du design du groupe PSA, un jour, comme ça, en parlant du projet 508, en fait, et on s'est dit qu'il fallait y aller, qu'il fallait jouer cette carte-là. En fait, à un moment où on voulait simplifier les faces avant de nos voitures. En fait, l'enjeu pour nous, c'est de garder bien sûr des faces avant très charismatiques, c'est très fort chez Peugeot depuis toujours, avec beaucoup de personnalité, mais sans les surcharger d'éléments rajoutés en fait. Et donc sur 508, en effet, si on observe la face avant, finalement, elle est forte, je pense, mais il n'y a pas de petits chromes partout, de petits éléments rajoutés. D'ailleurs, il n'y a pas d'anti-brouillard, si vous avez remarqué. Oui. Et donc pas d'enjoliveurs qui vont avec. Voilà, c'est beaucoup plus simple que l'actuel 508, ou que beaucoup de voitures de la concurrence d'ailleurs. Et du coup, on s'est dit, mais on va rajouter un petit bijou quelque part, qui est historique pour nous en effet, c'est le numéro de la voiture, là-haut, au-dessus de la calandre. C'est une très bonne idée. Nous, on juge que c'est. Et ça ponctuait finalement la face avant parfaitement pour nous. Mais c'est parfait comme idée parce que vous revenez un peu aux sources et il y a une notion de patrimoine que vous êtes en train de consolider ou mettre en valeur. Mais par contre, il y a une autre question qui me vient à l'esprit, c'est un peu la signature lumineuse, la signature visuelle, on va dire, de la 3008 par rapport à la 508. Oui. Et là, vous l'avez un peu marginalisé, un peu la 3008, non? Alors, parce que les dents du lion, là, c'est des dents du lion, non? Oui, c'est enfin, en tout cas, le tigre, du Bengale ou quelque chose dans le genre. Voilà. Mais pourquoi on a fait ça en fait alors, vu aujourd'hui, ça a l'air marginal, en tout cas différent du reste. Si on parle de la 3008, en fait, la 3008, elle clôture quelque chose, c'est-à-dire que toutes nos voitures aujourd'hui ont une signature lumineuse en forme de sourcil en haut du phare, en fait. Oui. Mais on remarque une chose aujourd'hui, c'est que tous les constructeurs du monde sont obligés d'avoir une signature lumineuse de jour, c'est réglementaire maintenant à peu près partout dans le monde. Ce qui veut dire que beaucoup de constructeurs vont quelque part jouer autour de l'œil, autour du phare, dans le phare quelque part. Certains sortent du phare, mais... Et donc nous on faisait Renault, c'est gigantesque. Gigantesque. Non, mais enfin, certaines marques font d'autres choses, bien sûr, naturellement. Et donc on s'est dit, bon, il faut trouver quelque chose qui sorte de l'optique et qui puisse être unique pour notre marque, très reconnaissable de loin, parce qu'effectivement, quand une voiture arrive loin, maintenant, vu que ça s'est allumé, ça éblouit un peu, ça masque la voiture quelque part, oui. Et on comprend de quelle voiture il s'agit que quand on arrive vraiment proche, en fait. Donc on a décidé de faire évoluer notre signature lumineuse sur 508, parce que c'est le flagship de la marque, donc c'est là qu'on pouvait lancer quelque chose de fort. Mais l'idée, c'est que derrière tous les prochains modèles aient cette signature. Alors pas forcément de la même hauteur, ou pas forcément dessinée pareil, mais en tout cas, et cette signature-là. Donc on part aujourd'hui pour faire la gamme complète, tous les modèles, chaque modèle, jusqu'à refaire encore une autre 508,
au minimum tout cela, vont porter ce type de signature, cet esprit-là. Donc c'est la nouvelle. C'est Donc la on nouvelle. annonce, C'est donc- on annonce la nouvelle C'est donc signature. pas marginal, c'est vraiment la nouvelle signature. Exactement. On va finir par une question. En fait, elle est coupée. Donc, c'était une habitude chez Peugeot, qui a toujours un coupé. 406 coupé, Voilà. 404 coupé, Voilà, toute une histoire de coupé. 604 coupé aussi. Qu'est-ce que vous envisagez pour le futur, Malher? Alors pour l'instant, on n'a rien de programmé de ce point de vue-là, même si effectivement, en tant que designer, en plus, c'est des projets particulièrement sympas à faire, mais la priorité de l'entreprise, c'était déjà de se redresser correctement, donc on a décidé d'investir. 4 ans maintenant que Voilà, ça s'est fait de manière assez... Ça respire. ça reste. Ça commence à respirer Ça là. s'est fait de manière assez spectaculaire. Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste des finances et de gérer une entreprise, mais enfin, Mais ensemble, j'admire le travail qui a été fait, en tout cas. Et donc la priorité, c'était ça. Donc même si en tant que designer, je peux être frustré de ne pas faire un coupé parce que c'est le truc glamour à faire, Oui. mais je comprends tout à fait l'enjeu supérieur de l'entreprise par rapport à l'intérêt de faire le sujet. Maintenant, j'imagine que c'est pas interdit, une fois que l'on performe et qu'on gagne de l'argent, d'y revenir. Mais en tout cas, c'est pas prévu pour l'instant. D'accord. Donc ils ont sûrement un projet dans le sac. Allez, on vous remercie. Merci Et merci pour votre temps, Avec pour le temps plaisir. accordé. Voilà. Bon, pour la 508. Oui, très bon vent pour le Merci. 508. Il faut juste surveiller la fiabilité. Voilà. Alors, c'est une priorité pour nous, la qualité. Oui, c'est la une fiabilité, priorité, mais sinon, c'est très bon, c'est du très bon boulot. Vous, d'autre côté, c'est bon, là. C'est le design. Job done. Job done. Mais bon, je vais le dire au directeur projet, votre directeur projet pour la 508. Donc voilà. Ça marche. Voilà, donc bonne continuation. Et Merci voilà, à vous merci à aussi. vous. Allez, Au revoir. au revoir.